Bonjour, good morning, Jambo, assalamu alaikum. J'essaie de vous parler 4 langues africaines qui sont les plus parlées. C'est-à-dire que nous sommes francophones, nous sommes anglophones, nous sommes swahiliphones, et peut-être même on est aussi lingalaphone et consort. Mais ce soir ou cet après-midi, comme vous le constaterez, nous sommes le 20 août 2023. Nous sommes dans le canton de Fribourg. Et Fribourg a organisé une manifestation internationale qu'on appelle Rencontre folklorique, rencontre RFI, donc Rencontre internationale des groupes folkloriques, de musique et danse folklorique. Donc, ils sont venus de partout. Nous avons le Sud-Africain, les Zimbabwéens au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Europe, nous avons presque 4 pays d'Europe de l'Est, Europe de l'Est. Nous avons les Amérindiens, nous avons les Jamaïcains qui sont venus danser. Et pour moi, c'était une occasion d'aller vous trouver un panafricaniste qui peut nous raconter qu'est-ce qui se passe au Niger. Vous qui êtes devenu la famille de Telexpress Hebdo, vous avez suivi il y a deux productions passées. J'ai essayé de vous introduire ce qui se passe au Niger. Et je ne me suis pas limité là-bas parce que j'ai envoyé un bouquet de fleurs aux autorités congolaises qui, après le 9e jeu de la francophonie, ont décidé que les athlètes nigériens restent au Congo jusqu'à nouvel ordre. Et voilà le moment pour moi de ne plus parler sport, de ne plus parler imagination, mais de vous amener auprès de quelqu'un qui peut nous ajouter un plus dans le peu de connaissances que nous connaissons. Parce que lorsque vous lisez ce que le penseur africain on dit, il y a Frantz Fanon qui dit l'Afrique a la forme d'un revolver et dont sa gâchette se trouve au Congo. Et cette Afrique, elle est l'Afrique du Nord avec l'Afrique arabe, l'Afrique de l'Est avec l'Afrique, les États de l'Afrique de l'Est, l'Afrique au centre avec la communauté des États de l'Afrique centrale, l'Afrique à l'Ouest avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique et monétaire, IMOA, non? Union monétaire, quelque chose d'Afrique de l'Ouest, et aussi nous avons le SADC, donc la communauté des États africains du Sud. Monsieur Théo Obote, bonjour. Bonjour Pelage. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien? Je vais bien. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm fine. Ok, thank you. Thank you. Je peux même continuer de dire Jambo, il va vous répondre Jambo. Je peux vous dire Mbote, il va vous répondre Mbote. C'est vraiment un panafricaniste. Alors, vous voulez que je vous le présente? Monsieur Théodore Obote, c'est un juriste. Et il est d'origine africaine. Donc, je peux dire que lui et moi, nous sommes sortis de la même université, non? Vous êtes fribourgeois, non? Exactement. Alors, nous avions été dans la même université, mais voilà qu'après des temps, après des années, nous nous retrouvons au Blue Factory. Messieurs, mais hier, je ne vous ai pas vu quand même. On reste toujours là. Hier, je ne vous ai pas vu aux rencontres folkloriques. Vous ne voulez plus qu'on parle de la culture africaine ou comment? Absolument. La culture, c'est le fondamental, c'est le vecteur fondamental de l'évolution d'un groupe. La culture, il faut la promouvoir. Et je fais partie de ceux qui, malheureusement, déplorent la perte de la vraie culture africaine au profit de tout ce qui vient de l'Occident. Alors hier, moi je me disais que vous étiez à Lausanne, hein, parce qu'à Lausanne il y avait les cinémas africains, oui. Donc le début de la projection du cinéma africain. Oui. C'est à Lausanne que vous étiez, vous? J'étais à Lausanne et autour, donc j'avais pas mal de choses à faire et du coup j'ai pas pu assister. Mais je ne sais pas, j'ai assisté un peu le vendredi. Le vendredi? Le vendredi, j'ai suivi un peu le soir. Mais voilà, c'est chaque année. Hein. Chaque année, oui. Ça vient chaque année. RFI, on appelle. Voilà. RFI, donc Rencontre folklorique internationale. Voilà. C'est un peu ça. Alors, bien aimé, c'est dans ce cadre-là de rencontres que moi, j'organise maintenant cette rencontre. Mais on va un peu parler plus Afrique et en allant vers la partie ouest du continent. Vous suivez ce qui se passe au Niger avec monsieur
l'homme fort, comment on l'appelle encore, Tiani, le général Tiani. Et le malheureux s'appelle Bazoum. Bazoum. Oui. Mais dites-moi un peu, comment voyez-vous un peu cette scène, selon vous, en tant que panafricaniste et juriste aussi? Hein? Oui, exactement. Tout d'abord, un aperçu général de la situation au Niger. C'est Bazoum, comme l'a dit Pelage, a été élu il y a 2 ans. Et il y a 2 semaines, pour être plus précis, il s'est fait renverser par son armée, notamment son chef, le chef de sa garde présidentielle. Donc c'est comme le chef d'état-major de la garde présidentielle? Exactement. C'est le général qui chapeaute un peu sa garde présidentielle qui lui a fait le coup d'État. Mais est-ce que ce général c'est un produit français ou bien c'est un produit local plutôt? Est-ce qu'il est formé en France, aux États-Unis, ailleurs, ou bien c'est vraiment... J'ai pas suivi de près son cursus, on va dire militaire, mais certainement qu'il a été formé, ne fût-ce qu'une partie de son parcours en France. C'est bien possible. Mais voilà. Alors, et ces bruits qui courent que Bazoum serait un Nigérien d'origine algérienne. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant de ça. Ah bon? Non seulement certains disent d'origine algérienne, mais plutôt libyenne. Bon, bref, c'est quelqu'un qui est très contesté. C'est actuellement l'histoire de Blaise Compaoré? Oui. Un Ivoirien au Burkina Faso? Non, plutôt... Un Burkinabé, c'est l'histoire d'Alassane Ouattara. Ah oui, Alassane Ouattara. Qui est un Burkinabé, mais élu, enfin, parachuté à la tête de la Côte d'Ivoire. Et qui a aussi contesté comme celui-là. Alors, c'est la même maladie. C'est une confrérie des parvenus ou bien des infiltrés? C'est des mercenaires, des mercenaires au service de on ne sait quelle puissance. Mais je laisse chacun deviner un peu qui est derrière tout ça. Alors, quel est vraiment le nœud du problème? Ben, le notre problème, c'est. Et pourquoi c'est maintenant? Pas avant, c'est maintenant. Est-ce que le fruit est mûr maintenant qu'il faut. On ne peut pas comprendre la situation nigérienne sans remonter un peu plus en arrière jusqu'au Mali. Vous savez, la révolution du Sahel a commencé au Mali. Il y a eu un premier coup d'État qui a renversé Ibeka, qui est décédé entre-temps, personnel. Et les militaires ont installé un civil au pouvoir. Et puis, il y a eu un deuxième coup d'État. Et ce civil a été déposé. C'est une succession alors. Et alors, Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. Et là, on découvre toute la comédie de la communauté dite internationale, notamment de la France, qui finance d'une main les rebelles, les terroristes. Ou les terroristes. Voilà, parce que les rebelles c'est encore aménagé, mais les terroristes, nous avons cette qualité de barbarie, et ce qui a causé comme tort en Europe, en Amérique et partout ailleurs. Voilà. Mais c'est seulement qu'en Afrique, on ne sait pas pourquoi tout le monde s'était. C'est seulement les Français qui devaient avoir parole. Oui. Donc, ils sont partis, soi-disant, pour lutter contre les djihadistes de l'époque. Ils ont pris armes et munitions pour aller s'installer dans la région il y a 10 années. Donc, 10 ans après, le terrorisme a augmenté au lieu de diminuer. Donc, l'évaluation... il y a eu un coup d'État là-bas et on a remis en cause le rôle joué par la France. La France a été priée de plier bagage. Elle est partie, restée en partie au Niger, en partie au Burkina Faso. Il y a eu un autre coup d'État au Burkina Faso. Maintenant. Et la France a été priée de plier bagage de nouveau. Et là, il est parti et elle s'est repliée au Niger. Et au Niger, comme ce qu'a été le cas au Mali, comme au Burkina Faso, les djihadistes ont prospéré au lieu de diminuer. Et là, il y a eu un rapprochement entre l'armée nigérienne, l'armée nigérienne et l'armée malienne. Parce que les frères d'armes qui combattent les mêmes ennemis se sont rendus compte à un moment donné qu'ils ne peuvent pas vaincre le djihadisme sur le territoire sans coopérer
vraiment avec les armées burkinabè et maliennes. Donc c'est comme qui dirait l'union fait la force. Voilà. Alors de cette force, ils découvrent que finalement, les gens qu'on a invités pour nous aider, ce sont eux qui sont les parrains des terroristes. Oui, peut-être. mais le cas nigérien est encore un peu plus différent parce que ça a une origine locale. Donc quand il y a eu ce rapprochement timide, conduit par le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne, qui est parti voir son homologue malienne, à son retour, il a été limogé. Et pourquoi on l'a limogé? Le chef de l'État. Le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, j'allais dire, Bazoum, est instrumentalisé par la France, qui voit de mauvais œil tout rapprochement avec les armées du Niger et les armées du Mali et du Burkina Faso. Voilà. Divisées pour régner. Ah, mais ça c'est la France. Hein. Voilà, on est dans le vieux concept. Ça c'est la France. Et donc, il s'est fait limoger. L'ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne, qui est actuellement le numéro 2, ministre d'État, ministre de la Défense du régime qui a renversé Bazoum. Et donc, il s'est fait limoger, nommé ambassadeur du Niger à Abu Dhabi. Poste qu'il n'a jamais pris. Et il est resté au Niger. Entre-temps, son chef d'état-major, le chef de sa garde présidentielle, le général Tiani, l'actuel président du CNP, l'homme fort du Niger, il y a eu une tentation de l'écarter également parce qu'il y avait déjà des remous dans l'armée, comme quoi le rôle joué par l'ex-chef d'État n'était pas de nature à combattre réellement les terroristes. Mais c'est seulement pour donner libre cours aux terroristes. Voilà, exactement. Et donc du coup, il y a eu cette grogne dans l'armée et puis il a voulu évincer ce général à la tête de la garde présidentielle. Et voilà, le coup d'État est parti de là. Et au départ, c'est vrai, c'était une grogne de l'armée, puis qui s'est transformée en coup d'État. On en est là aujourd'hui. Ok, fidèles auditeurs, téléspectateurs et auditrices et téléspectatrices, vous comprendrez que là, nous sommes en train de parler de l'Afrique. Là, nous sommes en train maintenant de scruter. J'ai posé la première question pour qu'il nous donne un peu une sorte d'historicité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais M. Théodore, dites-nous, il y a eu coup d'État. Je crois que ça a commencé au Bénin, non? Non, ça a commencé au Burkina Faso. Non, au Mali. Pardon. Alors, Mali, la France a été priée de partir. Burkina Faso, même chose. Mais pourquoi au Niger, la France résiste? Il y a même les Américains qui viennent. Croyez-vous que ces coups d'État qui se font dans cet espace de l'Afrique de l'Ouest se lèvent des pouvoirs en place, ou bien il y a une main noire comme une main russe, une main américaine? Comment voyez-vous? Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? C'est des révolutions populaires. C'est comme les printemps arabes. Exactement. Est-ce que là on peut appeler ça un printemps? Non, comment on peut ceux qui désignent les coups d'État ou alors les révolutions, mais c'est toujours eux. Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas ils n'ont pas nommé comme il fallait ces révolutions-là. Ils l'appellent coup d'État tout simplement pour, on va dire, le marquer de quelque chose de mauvais, alors qu'en réalité, c'est des révolutions, comme ça a été le cas, soi-disant en Ukraine et dans les autres régions. Alors maintenant, parce que vous évoquez l'Ukraine, moi, ma question c'est au niveau de l'Union africaine. Le sous-développement de notre continent date peut-être avant même que l'année 1960 soit devenue comme l'année de référence pour les indépendances des États africains. Mais comment expliquer que ailleurs, lorsqu'il y a un pays de la région qui est en problème, tous les pays se réunissent pour trouver solution. Mais en Afrique, on sépare les Africains. On a constaté que au Mali, la CEDEAO, la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, oui, a même suspendu le Mali. Dieu merci, l'actuel homme fort du Mali a dit bon ok, vous suspendez, nous aussi on commence à battre notre monnaie. Parce que le tout c'est un peu le franc CFA. Hein. Le franc CFA, voilà. En ligne de mire. Et je ne sais pas comment tout s'est arrangé. La CEDEAO ne parle plus au Mali. Vous comprenez? Et
la même bêtise, si je peux appeler ça bêtise, se reprend avec le Burkina Faso. Burkina Faso qui dit, ok, nous aussi nous avons notre frère, non? Mali a fait, nous allons faire, donc nous formons maintenant un duo et nous allons même quitter la CEDEAO, nous allons former peut-être le front des pays révolutionnaires de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et aujourd'hui, Mali, Burkina Faso ont un troisième, le Niger. Comment voyez-vous un peu l'avenir du franc CFA dans la région? Bon, le franc CFA, depuis quelques années, voire une dizaine d'années, est menacé. Les Français le savent. Parce que justement, les jeunes ont décidé de mettre fin à cette monnaie coloniale qui a été inventée par De Gaulle, qui a appliqué ce que l'Allemagne nazie aussi un peu la voix, parce que la technique a besoin que ça soit... Ce que l'Allemagne nazie avait appliqué à la France quand elle a été envahie par Hitler. Oui. Donc les jeunes ont commencé à remettre en cause cette monnaie. Donc de toutes les manières, l'avenir du franc CFA ne tient qu'à un fil. Et ils le savent. Non seulement ils le savent, mais cette révolution dans le Sahel va précipiter, n'est-ce pas, et va couper plus rapidement qu'on ne le pensait, ce fil, ce petit fil qui le retient, qui retient cette monnaie. Donc voilà, on peut conclure que le Niger serait la goutte d'eau qui va tout exploiter. Oui, le Niger, c'est le troisième pays qui connaît cette révolution dans la région. Et dans la région, pour rappel, les soi-disant chefs d'État élus n'ont aucune légitimité. Parce que c'est des gens qui sont venus au pouvoir par des trucages électoraux. C'est des gens qui n'ont jamais été élus par leur peuple. Je prends l'exemple de Faure Gnassingbé, qui est le président du Togo, qui n'a jamais été élu. Il est à son 4e mandat. Il n'a jamais été élu par aucun Togolais. Et pourtant, chaque année, enfin, à la fin de chaque mandat, il est proclamé président du Togo. Avec la complicité de la France, bien entendu. Ouattara. Même chose. Le Fatangay qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir parvenir au pouvoir. Et il a fait assassiner 3000 Ivoiriens. Et les cas de Macky Sall avec Ousmane Sonko. Qui est en train de tuer un opposant, un jeune opposant, parce qu'il veut changer et veut mettre dehors la France du Sénégal. Voilà un peu la configuration dans laquelle nous sommes dans la sous-région. Et donc ces chefs d'État, au lieu de travailler pour leur peuple, se sont mis dans un syndicat qu'on appelle CEDEAO. CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Communauté économique qui n'a rien à voir avec une quelconque puissance militaire. Et cette CEDEAO, on ne sait pas qui est derrière, certainement c'est la France, a décidé aujourd'hui d'aller agresser un pays qui ne souhaite que s'approprier sa souveraineté et l'exercer pleinement. C'est ça l'histoire. Alors, monsieur Théo, dites-nous un peu. Parce que quand je suis les discours de la rue au niveau de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, on se souviendra que dernièrement, le président français Emmanuel Macron a été reçu en visite d'État au Congo. Mais lors des échanges entre Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apparemment, c'était des échanges un peu mi-figue, mi-raisin. Oui. Le président congolais a essayé de recadrer Macron pour lui dire fini de qualifier les élections en Afrique comme étant les élections africaines. Est-ce que ce n'est pas Tshisekedi qui a montré aux autres Africains que non, ces gens, nous devons tenir un langage fort, sinon ils ne vont pas changer? Est-ce qu'on peut partir de là? Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire. Mais moi, personnellement, j'ai pris la réaction de Tshisekedi comme étant trop consensuelle, trop diplomatique. Il fallait lui dire quoi? Il fallait remettre Macron à sa place. Tout simplement. Il fallait dire à Macron... Lui remettre à sa place, c'est-à-dire quoi? Il fallait dire à Macron, l'Afrique désormais est debout et l'Afrique va s'occuper d'elle. La France s'occupe de la France et des Français. Et le débat s'arrêtait là. Il ne fallait pas expliquer ou commencer à expliquer à Macron que les Français doivent nous respecter. Mais on ne va pas quémander le respect aux Français. Ouais. On va l'imposer aux Français. Les respects mutuels. Alors maintenant, revenons un peu au Niger. Là. Au Niger, apparemment, tout ce qui arrive n'a qu'un seul
mot, c'est l'uranium. Vrai ou faux? Ben, bien sûr. Alors, dites-nous un peu cette histoire de l'uranium, parce que, à ma connaissance, c'est l'uranium du Congo qui a permis au monde de fabriquer la bombe atomique. Mais bon, je ne sais pas si ce qui se passe au Niger, demain ne sera pas le cas pour la République démocratique du Congo, qui dispose aussi, depuis Tchikolo-Boué, l'uranium le plus concentré du monde. Hein. C'est nous qui l'avons au Congo. C'est aux Congolais de décider ce qu'ils doivent faire de leurs ressources naturelles. Donc avoir la crainte comme quoi cette ressource sera pillée, c'est pas la solution. C'est de la protéger, c'est de protéger ces ressources-là. Et c'est ce que l'Afrique commence à faire. C'est ce que le Sahel a commencé à faire. Ah bon? Et c'est pour ça que la France est complètement déstabilisée. L'uranium, on va dire nigérien, est exploité par Areva. Areva, c'est qui est devenu Orano. Orano. Donc c'est le nouveau nom de l'Areva. Areva qui est tristement connu en Afrique, notamment au Niger, pour avoir exploité sans aucune contrepartie l'uranium nigérien. Et pire, non seulement l'uranium était pillé, mais il déversait dans la nature les déchets radioactifs. Donc il se soucie même pas, il se soucie ni de la santé des populations, ni de l'environnement, ni des retombées économiques. Et pendant ce temps, la France organise COP machin, mais son entreprise pollue l'Afrique. Exactement. Vous trouvez ça normal? Non, pas sorcier, ça? C'est pas normal. C'est pour ça que les Nigériens ont, à travers ce coup d'État, dit stop. Parce que fait la France souvent en Afrique? La France passe par des gens illégitimes, dont elle sait illégitime à l'intérieur de leur pays, mais à qui elle offre protection, argent, c'est-à-dire corrompu, pour leur permettre d'accéder au sommet de l'État. Mais attendez. Là, quelque part, on nous dit que non, l'histoire de la France n'a rien à voir. Le tout, c'est la présence de Russes. Parce qu'on nous dit qu'il y a des mercenaires russes qui sont aussi là-bas, hein? Vrai ou faux? Dites-nous la vérité, monsieur. Les pays africains sont souverains. Si je considère qu'en 1960, la plupart de ces pays sont devenus indépendants. Alors moi, laissons de côté les rumeurs, tout ça. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Donc, en tant que pays souverain, ils ont le droit de décider de coopérer avec qui ils ont envie de coopérer. Que ce soit avec les Russes, quand même, que ce soit avec Wagner. Mais quand même, la présence des Russes au Niger est acceptée. Ben, comment est-ce que la présence de la France, ancien colonisateur, qui a déporté nos parents pendant 4 siècles, doit être acceptée, et la présence alors que la Russie, qui n'a jamais colonisé l'Afrique, qui n'a jamais déporté nos parents, serait contre nature. Osons nous poser la bonne question. La question est là, c'est que en tant que pays souverain, en tant que pays indépendant, les autorités d'un pays donné en Afrique peuvent choisir qui ils veulent avoir comme partenaire, qui ils veulent avoir comme pays sur leur sol. Mais je rappelle, si je peux me permettre, allons-y. 10 secondes, que Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, 1990, 89-90, et est parti aux États-Unis, il a été harcelé par des journalistes américains qui lui ont demandé pourquoi il avait rencontré Kadhafi. Et la réponse de Nelson Mandela à l'époque a été limpide, claire. Il a dit: ne croyez pas que vos ennemis seront nos ennemis et vos amis seront nos amis. Nous avons le droit et suffisamment mature pour choisir qui nous voulons être, nos amis, qui nous voulons être, nos ennemis. Amen. Voilà. Ça c'est bon. Alors, maintenant, vous ne craignez pas que ce qui se passe au Niger ne soit que les transferts du conflit Ukraine-Russie en Afrique? C'est ce qu'ils essayent. Parce que l'Europe, actuellement, est en train de passer des moments extrêmement difficiles. Oui, nous le sentons. Covid, guerre en Ukraine, donc nos impôts augmentés, tout devient cher. Bon, mais malheureusement, on est là. Tout leur pronostic sur cette guerre, cette agression de la Russie par l'Ukraine via l'OTAN ne se passe pas comme prévu. Et ils ont cru que la Russie sera défaite, qu'ils vont rentrer en Russie
diviser le peuple russe. Tu sais, la Russie, c'est une fédération. Oui, c'est l'ancienne URSS. Voilà, c'est une fédération. L'éclatement a permis à de nombreux pays. Il y a plusieurs communautés. L'Ukraine même était une ancienne république de la Russie, de l'URSS. Mais à l'intérieur même de la Russie, c'est une fédération. Parce qu'il y a plusieurs communautés. Oui. Alors maintenant, les Européens pensent ils voulaient, leur vrai objectif, c'était de faire éclater la Russie comme ils ont fait éclater l'URSS. Et leur pronostic est tombé à l'eau parce que la Russie a été plus soudée que jamais. Et la Russie leur mène une guerre impitoyable. Et l'OTAN dans tout ceci. L'OTAN, c'est quand je parle de l'Europe, je parle de l'OTAN. L'Europe elle-même n'a aucun pouvoir. C'est l'OTAN qui est en train C'est l'OTAN, les Américains on va dire. L'OTAN c'est les États-Unis. C'est eux qui sont en train de mener cette guerre à la Russie. Alors revenons un peu au Niger. Et la position des voisins du Niger. Nous avons le Nigeria, le Burkina Faso, la Libye, l'Algérie, aussi, le Tchad, tous ces pays-là. La Mauritanie aussi. Ils sont à la fois pays francophones, ils sont à la fois pays arabes. Et tous sont musulmans. À ma connaissance, mais ce sont les mêmes communautés. Hein. Ils parlent Peul, ils parlent arabe, ils parlent... oui, c'est Peul et... je crois Peul, arabe et l'autre langue qui m'échappe. Oui, il y a les berbères qui sont les autochtones en Afrique du Nord. Voilà. Mais comment sont organisés les voisins? Parce qu'apparemment, les militaires qui sont dans l'armée burkinabé, mais seraient peut-être les mêmes qui sont au Tchad, les mêmes qui sont en Libye, les mêmes qui sont au Niger, non? Et vont-ils accepter de s'entretuer entre eux pour sauver un individu qu'on appelle Emmanuel Macron? Non, absolument pas. Mais alors, comment ça se passe? Déjà, quand ils ont la CEDEAO illégitimée, illégale, a annoncé l'attaque contre le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry, la Guinée, ont décidé et ont publié un communiqué comme quoi une attaque contre le Niger serait une attaque contre eux. Et ils se sont coalisés pour éventuellement répondre à une agression de la part de la CEDEAO. Alors, chers auditrices, auditeurs, compatriotes et téléspectateurs et téléspectatrices, je confirme ces propos parce que là, au travail chez nous, il y a des Africains et des Congolais qui sont allés en vacances. Ils sont rentrés avec un léger retard d'une semaine pour la simple raison que le ciel nigérien a été fermé et que les avions qui décollent Kinshasa, Anjili, au lieu d'emprunter le parcours si c'est vers le nord là et qu'on sort pour atterrir à comment on appelle en Turquie, c'est quoi la capitale de la Turquie? C'est Istanbul. Non, ces gens ont été Ankara donc ces gens ont été déviés. Ils sont partis jusqu'en Égypte, jusqu'à Abu Dhabi et pour finir à Istanbul et après Istanbul dormir là-bas, attendre une autre correspondance pour Genève. Donc, en tout cas, si les Africains suivront la décision commune des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens, je pense que ça ne sera pas une révolution, mais ça sera une prise de conscience, une prise en charge de nous-mêmes. Mais le cas de Français ne restera pas un cas critiqué que dans l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique centrale aussi, nous avons le même cas. Au niveau de l'Afrique de l'Est aussi. Mais nous sommes présents lorsque nous critiquons l'histoire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On a remis le secrétariat général à une secrétaire qui n'est pas francophone. Parce que le Rwanda, c'est un pays anglophone. Et tout ceci parce que la France s'impose. Alors vous, peuples africains, que vous soyez du nord, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest ou de partout, quand est-ce que vous allez vous prendre en charge? Bon, Théo, dites-nous un peu. Maintenant, comment voyez-vous la chute? Parce que j'ai appris que monsieur l'homme fort, le colonel, il est colonel? Non, il est général. Le général Tchani a donné... a pris la première décision. D'abord, il a nommé un premier ministre qui est connu de tout le monde. Il est aimé. Deuxième élément, c'est qu'il
il a annoncé déjà la transition pour 3 ans. 3 ans, donc, il a annoncé pour 3 ans. Et pendant 3 ans, l'armée va essayer de nettoyer tous les poches là avant que le pouvoir soit remis. C'est l'accord colonial qui les lie à la France. Mais ça, c'est le Mali qui l'a fait. Ça, c'est le Niger aussi l'a fait. Le Niger aussi. Le Niger a dénoncé l'accord militaire qui le lie avec la France. Et donc, dans l'accord, dans la convention, en tant que juriste, quand un pays dénonce une convention qu'il a signée avec un autre, il y a un délai transitoire pendant lequel le pays qui dénonce l'accord avertit à l'autre partie que dans tel délai, vous devez plier bagage. Le délai ici, c'est 3 mois. Donc, à partir du moment où l'accord a été dénoncé, la France a 3 mois pour se préparer pour quitter le Niger, le territoire nigérien. Donc, disons, si je vous comprends bien, disons, nous sommes en août, oui. Prenons septembre, octobre, novembre. Donc, en novembre, il n'y aura aucun soldat français sur le territoire nigérien. Plus aucun soldat français. Et vous ne craignez pas que ces soldats français, comme ils ne peuvent plus rentrer chez eux, soient envoyés en Afrique centrale? Peut-être c'est possible. Au Libye, peut-être au Tchad. Déjà, le Tchad, c'est le pays le plus proche, mais il semblerait, sans avoir la confirmation de cette information, que le Tchad n'est pas prêt à accueillir un nouveau contingent français. Oh là là. Parce qu'ils en ont trop déjà. Le président, le fils du défunt Idriss Déby commence à comprendre que la géopolitique internationale et à remettre en cause le rôle que joue la France au Tchad, comme son papa a voulu le faire avant de se faire assassiner. Et je parie que la France est derrière cet assassinat. Alors, vous-même en tant que panafricaniste, en tant que juriste, comment voyez-vous l'avenir maintenant de pays, des ex-colonies françaises en Afrique, ou bien le futur rapport entre la France et ses ex-colonies? Comment voyez-vous ça? Mais il y a un courant qu'on ne peut plus combattre. C'est le courant panafricaniste et souverainiste. Souverainiste, oui. On ne peut plus aller contre ce courant qui est porté aujourd'hui par la jeunesse africaine, la diaspora. L'Afrique, la chance que l'Afrique a, c'est que... C'est sa diaspora. C'est sa diaspora, aux 4 coins du monde. Donc la diaspora, comme tu le disais tantôt, on a étudié dans les mêmes universités que ces Européens, ces Occidentaux. On a appris les mêmes choses. Même science, même tout, mais quelque part, pour eux, la porte est grandement ouverte. Pour nous, on dit... Il n'y a pas de raison que eux, ils aient une vie que nous autres, nous on la refuse. mort. Non, franchement. Donc la France ferait mieux d'aller dans le sens du courant panafricaniste et souverainiste et puis coopérer. Personne ne veut chasser la France de l'Afrique. La France se chasse elle-même de l'Afrique. Parce que la France ne veut pas comprendre qu'il est temps de couper le cordon et de se débrouiller seule. La France ne veut pas se débrouiller seule. Mais c'était où? Soyons francs. La crise, ou bien l'ordre mondial que nous avons aujourd'hui, c'est l'ordre qui nous date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis là, toutes ces crises aujourd'hui font que un nouveau leadership mondial soit dressé. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez suivi dernièrement au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, les différents discours ont montré que non, en tout cas, cet ordre est en train de partir. Actuellement, on parle des BRICS. Donc, Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique. Mais maintenant, je crois depuis 3 mois, on parle maintenant de BRICS+. Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite qui a fait la demande d'entrer dedans. Et depuis, je crois, la semaine passée, il y a l'Algérie, il y a l'Iran. 14 pays ont fait la demande. Vous ne voyez pas que quelque part, l'évolution des BRICS soit aussi une crainte pour ces puissants néocolonialistes? Là encore, c'est un mouvement inexorable. L'année passée, le PIB, produit intérieur brut des 5 pays du BRICS ont dépassé le produit intérieur brut des Occidentaux pour la première fois. Ça veut dire que le pôle économique mondial est en train de basculer de l'Occident vers l'Asie. L'Asie aussi, oui. Vers l'Asie.
la Chine. Alors là, il faut avoir peur. Donc, militairement, dans un court moment, ils seront dominés militairement. Ils sont déjà dominés économiquement. Alors, une parenthèse, pour vous qui nous suivez, sachez que nous sommes aujourd'hui le 20, dans 10 jours, le président Lula, qui est le président du Brésil, va venir il va effectuer sa première visite d'État au Congo. On l'attend au Congo. Alors, il faut en profiter pour que vous qui êtes scientifique, vous qui êtes panafricaniste, le moment vous sera donné pour parler de ce que nous sommes en train de parler ici, pour explorer ou même pour aller en profondeur, pour bien comprendre ce que les conflits nigériens peuvent causer comme dégâts au Congo. Mais c'est tout. On ne va pas rester, hein, on ne va pas vous garder 60 jours, 60 minutes. Bon, on dit souvent les bonnes choses, ne dit pas. Alors dites-nous, comment voyez-vous la suite de ce qui se passe au Niger et auprès de ses voisins? Mais au Niger, comme on dit, les jeux sont faits, rien ne va plus. Le président Bazoum, contre la volonté des Occidentaux, est renversé. Mais il est où? En prison ou bien chez lui? Il est gardé par les militaires. Mais est-ce qu'il est en bonne santé? Parce que la France, selon nos confrères, nos conseils de France... C'est des intoxications. Ah bon, ce ne sont que des intoxications. Aujourd'hui, ils l'ont montré... malade ou quoi? Ils l'ont montré avec une délégation de la CEDEAO, justement, qui est partie le voir. Il a parlé, on l'a montré parler à eux, et il était en bonne santé, il rigolait avec eux. Voilà. Donc, à ce niveau-là, et il faut bien sûr le relever, c'est un coup d'État qui n'a versé ni les sangs d'une souris, ni les sangs d'une souris, ni d'une vache. Et pourquoi la France insure dans les affaires intérieures d'un pays? Même pas un chat a été tué au Niger. Même pas un chat. Et puis ils veulent que les chats et les moutons et les hommes meurent pour que... Et on veut faire la guerre au Niger parce qu'il y a eu coup d'État. Que chacun déduise ce qu'il doit conclure derrière tout ça. La France a mal. La France doit en tout cas se prendre en charge et se dire, il y a une époque qui vient de tourner, il y a une page qui vient de tourner. Il faut aller à la nouvelle page. Ok, alors nous maintenant de la diaspora africaine, nous panafricanistes de la diaspora, avez-vous un message à nous donner? Il faut nous encourager ou il faut nous dire, par exemple, vous voyez, nous sommes Télé-Express Hebdo, nous sommes plus au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique centrale, mais voilà que nous ne serons plus là, nous parlons maintenant au niveau du continent africain. Avez-vous un message à nous adresser, nous en tant que diaspora, nous en tant que médias, parce que nous ne sommes quatrième pouvoir. Hein. Si nous ne parlons pas, les gens ne vont pas, peut-être ne seront pas informés, mais voilà que nous voulons informer, former et cultiver le panafricanisme davantage. Quel est le message que vous pouvez faire passer ici afin que tout Africain se réveille pour dire que non, ça y est maintenant, c'est notre temps. À vous. Le message, il est très simple, c'est le panafricanisme. L'Afrique ne s'en sortira que si elle est unie. Le Congo, c'est un grand pays. Tu l'as annoncé dans l'entame de cette discussion qu'on a eue. L'Afrique a la forme d'un pistolet, d'un revolver. C'est Franck Fono qui l'a dit. Hein. Voilà, dont la gâchette se trouve au Congo. Tout à fait. Ça veut dire que le Congo est un grand pays. Ce qu'on ignore souvent, l'empire du Congo a été un empire panafricaniste extrêmement important, qui commençait au Congo, qui couvrait toute l'Afrique du Sud, qui allait jusqu'en Éthiopie. Oui, ça c'est vrai. Quand vous lisez les Coman-Nkrumah, vous lisez les Aimé Césaire, vous lisez le... Comment on les appelle encore Beaucoup d'historiens en ont parlé. Même Daiwel, ils ont écrit. Même Iliki Mbogolo, voilà. ils sont... Donc le Congo c'est un grand pays. Mais seul, il ne va pas faire le poids devant les grands ensembles qui se créent aujourd'hui. La Chine, la Russie, l'OTAN. Si nous voulons nous en sortir, nous devons laisser de côté nos petits orgueils, nos petites souverainetés nationales qui nous ont été léguées par les colonisateurs. Nous devons repenser l'Afrique
comme un seul et unique pays. Donc, moi, vu ce qui se passe dans le Sahel, le panafricanisme agissant ne fait que commencer. Merci beaucoup. À vous autres, parce que vous aimez ce que nous faisons, nous vous disons toujours merci. Merci parce que nous n'allons pas rester que sur l'étendue de 2 345 410 km², mais maintenant nous étendons l'Afrique avec 54 pays. Aujourd'hui, nous avions cette chance de rencontrer M. Théo, un juriste panafricaniste, vous l'avez entendu. Et demain, vous aurez peut-être la chance que ces analyses nous viennent de la bouche d'un occidental ou bien d'un blanc. Maintenant, c'est à vous de comparer entre ce que nous, natifs africains, nous disons, et ce que lui, natif européen, dit. Mais lui, au moins, a beaucoup voyagé en Afrique. Je suppose que le monsieur a été même le directeur du musée d'histoire du canton de Fribourg. En tout cas, je vous fixe encore rendez-vous très bientôt. Et sachez que, bon, on est là. Notre sacrifice, c'est vous informer. Notre devoir, c'est vous former. Et notre mission, c'est de nous cultiver davantage tous. Sur ce, en tout cas, mon invité était aujourd'hui M. Théo, le juriste. Et tout ceci, c'est grâce à AgoProd. À très bientôt. Ciao, merci. Merci, au revoir.